Soyez les bienvenus à notre dernière session de No Talks ici à la foire du livre d'Abu Dhabi. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr d'un avenir commun à travers le multilatéralisme. C'est la collaboration entre différentes pays donc euh, faire face à tous les défis auxquels nous faisons face, comme le changement climatique et autres. C'est mon plaisir absolu de présenter notre Madame Bérangère Boel, qui est la coordinatrice résidente des Nations Unies auprès des Émirats arabes unis. Donc, Bérangère a travaillé, elle a une expérience de plus de 20 ans dans la diplomatie et la coopération internationale et le développement durable. Elle est connue pour son leadership visionnaire et aussi sa défense pour inclure les partenaires. Elle a joué un rôle, bien sûr, pour renforcer les liens entre les Nations Unies et les Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, elle va nous donner des idées sur comment améliorer le multilatéralisme et aussi pour construire un avenir qui, qui va être durable et sans laisser personne derrière, sans trop tarder. Donc, joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Madame Bérangère. Donc, merci Stéphanie, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Il est important de parler de l'avenir du multilatéralisme. Et merci à tous les participants qui se joignent à moi, donc en personne ou en ligne. C'est un sujet qui aurait pu prendre des heures et des heures pour en parler, mais si vous me permettez de résumer un peu. Tout d'abord, on va revenir aux racines. Le multilatéralisme est une coopération entre pays qui, qui savent qu'il n'y a un seul pays ne peut pas réaliser euh, quoi que ce soit, ou par exemple de résoudre le changement climatique ou les fléaux de santé et d'achever donc les objectifs de développement durable. Vous le savez que les Nations Unies ont été créées après deux guerres mondiales avec l'objectif principal de s'assurer et de sauver la nouvelle génération euh, de, de tous les malheurs de la guerre. Aujourd'hui, nous célébrons 80 ans des Nations Unies, mais c'est une célébration qui vient avec un goût amer où on voit, par exemple, le monde qui devient plus fragmenté, le multilatéralisme qui est mis en question, la, la justice internationale et humanitaire n'est pas respectée par beaucoup d'acteurs parmi les États membres ou non membres. C'est pour cela que la conversation d'aujourd'hui est très importante, extrêmement importante, pour raviver l'esprit du multilatéralisme et de comprendre. Si on revient, il y a 8 décennies, quand les Nations Unies ont été créées, il y avait trois objectifs et ça demeure. C'est s'assurer la paix et la sécurité à travers le monde, assurer le développement durable à travers le monde, en incluant l'aide humanitaire et d'assurer le respect et l'étendue des droits humains. Depuis cela, durant les dernières décennies, nous avons vu beaucoup de succès qui reflètent ce que c'était, ce que c'est vraiment le multilatéralisme et le pouvoir des Nations Unies, que ce soit, on parle donc des accords de Paris, pour le changement climatique et aussi les négociations récentes à COPS, en incluant COP 28 qui a eu place aux Émirats et à l'éradication de la varicelle et aussi avec l'Organisation mondiale de la santé en gérant d'autres maladies et fléaux et la promotion
des développements durables. Les Nations Unies est composé de 193 membres. Euh, c'est à travers le partenariat et le pouvoir qui est délégué par tous ces États membres que nous existons. Donc, les Nations Unies ne sont pas, n'est pas une autorité je dirais, qui a un pouvoir immense. Pour revenir au succès, donc nous pouvons citer également le sommet de Beijing pour défendre les droits humains dans le contrat aussi de louer la qualité de vie dans les Émirats arabes unis. Et cela est grâce à ce mouvement collectif et cela a été possible en plus de, les leadership, les leaders, je dirais, de chaque pays, certains d'entre eux. Bien sûr, c'est pas un système parfait. Nous avons vu, bien sûr, des failles. Nous avons commencé avec l'impossibilité qui est aussi le système où on ne peut pas stopper les conflits, comme le grand problème au Moyen-Orient. Au Soudan, par exemple, hein, en Syrie, donc il y a quelque temps, le génocide en Rwanda, où les Nations Unies n'a pas pu donc intervenir. Nous avons appris de ces expériences. Ça ne veut pas dire que les Nations Unies sont une organisation parfaite, mais elle a appris de ce qui s'est passé. Et donc, elle propose de nouveaux mécanismes et de nouvelles façons de penser ou de faire. Donc, en prenant en considération certains succès et les faiblesses et les échecs, hein, donc, et comme on a appris de cela, nous avons été menés par le secrétaire général à travers une réforme qui s'appelle le euh, 2.0 des Nations Unies, qui va être donc mentionné par l'administration des Nations Unies, parce que ça se passe toujours de cette façon, parce que ils sont les fondateurs des Nations Unies et aussi les ONG et d'autres pays, bien sûr, ont revu leur donc financement. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que en revenant vers les racines, donc le cœur des Nations Unies, c'est prévenir. Donc, je veux dire, étendre la paix à travers notre donc et aussi assurer une sérénité durable pour tout le monde et aussi la promotion des droits humains et d'assurer que les mécanismes qui sont en place sont en force et tout le monde peut bien sûr profiter de cette déclaration universelle des droits de l'homme où on doit laisser personne à l'arrière. Donc, nos activités, malheureusement, dans le monde, c'est un monde multipolaire et nous sommes euh, sous une menace hein, où il y a euh, 80 ans auparavant, nous n'étions pas sur cette menace. Les changements climatiques, la crise du changement climatique, s'est renforcée, s'est aggravée. Et nous voyons bien sûr des conflits qui continuent à apparaître. L'accès aux ressources, même ce que nous avons pensé des droits, bien sûr, donc de droits bien établis, comme pour le commerce international, alors qu'on voit bien sûr de nouvelles lois qui sont imposées par certains membres et des États membres. Pourquoi le multilatéralisme est tellement important? Parce que un pays seul ou une petite coalition de pays ne peut pas résoudre les problèmes du monde. À travers les dernières 80 ans, nous avons évité la Troisième Guerre mondiale. Bien sûr, ça a une certaine efficacité. Bien sûr, nous devons continuer à améliorer, mais le système a prouvé que nous n'avons pas atteint toutes les promesses, c'est-à-dire de prévenir à la prochaine génération de souffrir des guerres.
Maintenant, quel est l'avenir? L'avenir, c'est un pacte pour l'avenir. Ça a été approuvé donc en septembre 2024 à l'Assemblée générale par tous les membres et les États membres. Et c'est un pacte qui est mis en place sur les accords de tout le monde pour que le monde soit meilleur pour les personnes, pour la prospérité, pour la planète et aussi pour une bonne gouvernance. Il y a eu certaines propositions de réforme pour étendre aussi le Conseil de sécurité, qui est aussi le sujet le plus difficile dans les réformes des Nations Unies. Et donc, ça englobe ok, l'accès aux finances, les finances pour le développement. Et aussi, c'est un sujet très important pour assurer que tous les pays ont un accès juste et donc aux accès parce qu'on voit que ce n'est pas tout le monde qui peut, bien sûr, donc emprunter dans ces financements et pour atteindre les ODD. Nous avons également parlé des nouvelles générations, le pacte pour le, le, le composant numérique, ce qui est au sujet de l'intelligence artificielle et comment le monde peut profiter de cette nouvelle percée et aussi de s'assurer qu'il y a une gouvernance hein, ou prévenir qu'il y ait des crimes, des cybercrimes et aussi l'utilisation criminelle hein, des IA. Donc le pacte pour le futur peut être une réalité si les États membres décident de réaliser cela. Permettez-moi de mentionner également, dans quelques jours, il y a donc, il y a une conférence du développement financier à Séville, en Espagne. Et permettez-moi de prendre une quote de Napoléon qui disait l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi le nerf de la paix également. Nous devons nous assurer que les leaders du monde doivent arriver parce que d'entre eux n'ont pas confirmé euh, leur présence malgré l'invitation donc pour arriver au plus haut niveau de la sphère gouvernementale, donc pour s'assurer sur les mécanismes pour le financement des pays, parce que cela donc va normalement adresser parler de tous les problèmes dont j'ai parlé. Donc, je sais que nous avons un temps limité. Je vais parler de trois autres choses. Quelle est la crise courante de financière? Donc, la première, c'est pas seulement au niveau des Nations Unies. Je voudrais, je voudrais qu'on pense à l'impact mondial et le secrétaire général a toujours continué de demander quand nous assurons que de regarder ceux qui ont le plus besoin. Il y a des pays qui ne reçoivent pas des aides humanitaires, ils doivent continuer parce que les réfugiés, euh, nous sommes à un temps où le nombre de réfugiés est le plus haut au monde, le Soudan. Donc, le Soudan a une concentration énorme, 3 millions de personnes déplacées, et ils ne reçoivent pas cela. Et aussi la perte d'emplois à travers le monde. Le commerce a été perturbé, les usines ont été fermées, les ONG, ceux qui sont normalement au devant de la scène sur le marché, donc sont en danger, et aussi la structure des Nations Unies. Donc, nous sommes ici pour normalement sauver les personnes et aussi à travers les 193 États membres. Et donc, il y a un exercice énorme qui est en place.
et je peux vous dire que la maison vibre avec de nouvelles idées et de voir comment on peut im- implémenter ou mettre en place l'agenda des Nations Unies, qui est donc une meilleure efficacité des Nations Unies et de revoir tous les mandats qui ont été mandatés par les assemblées générales les agences. Hein. Chaque agence des Nations Unies a sa propre entité de proposer un plan pour, nous rendre plus à même d'être innovants, efficaces, moins de bureaucratie et aussi de garder nos principes et de nous soucier de ceux qui ont le plus besoin. Donc voilà, ça c'est l'essence où nous sommes. Donc il y a deux façons de voir les crises. Vous pouvez de voir le verre comme à moitié plein ou à moitié rempli. Nous avons vu que le multilatéralisme des Nations Unies, à travers des crises auparavant, nous avons pu être de persévérer. Nous sommes les seuls pour créer un forum de dialogue pour maintenir la paix et donc une diplomatie préventive. Et aussi finalement nous assurer que les droits humains ont respiré. Je crois que j'ai terminé. Je vous laisse la parole, Stéphanie. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Pas du tout. Merci beaucoup, Bérangère. Et c'était très informatif. Même pour donc les, les- les personnes qui vivent aux Émirats Arabes Unis. Ils ont des questions, j'ai des questions. Donc, le multilatéralisme est important. Vous avez dit bien sûr que un pays seul ne peut pas résoudre les problèmes. Donc, la première question qui dit donc quelles sont les actions concrètes que les Nations Unies pour refaire donc la confiance, remettre la confiance. Donc, d'où est-ce que ça vient? Donc, j'ai eu cette question juste pour adresser la personne, en fait. C'est ce que nous faisons maintenant. Nations Unies, qua- l'anniversaire, le 80e anniversaire, nous allons proposer des mesures pour être plus efficace, pour réduire les coûts, pour revoir euh, nos effets, étapes. Donc, vous savez que c'est un exercice très lourd. Même, même s'il y a des documents confidentiels qu'on a vus dans les médias, mais c'est seulement des brouillons pour l'instant. Donc, pour parler de la confiance, vous pouvez mettre en place une confiance si vous respectez votre travail. Quand les États membres euh, donc, euh, 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 s'accordent sur un plan pour être plus efficace et de délivrer de meilleure façon, cela veut dire que nous avons implémenté ou mis en place. Il y a une responsabilité qui vient des Nations Unies et nous assumons que la responsabilité de l'agenda et aussi il y a une responsabilité du côté des États membres pour assurer que tout ce qui a été dit à Genève, à Rome, à New York, à Nairobi, ce sont donc les parties les plus grandes des Nations Unies et aussi dans les différents comités qui existent, comme le comité l'UNICEF, WWF. Donc, qu'il y a un alignement. S'il n'y a pas une marche de tous les côtés, donc le plus important, c'est nous allons perdre la confiance du public, les gens que nous servons. Et donc, nous, nous sommes conscients
que si on doit faire quelque chose, on doit le faire. Si on dit faire ça, donc nous essayons. C'est un moment donc excitant pour nous et de garder plus de confiance, spécialement avec les jeunes. Donc une question anonyme. Oui, oui, Auday. Donc l'accès donc au multilatéralisme, c'est montre les défis du 21e siècle. Oui, oui, thank you. Merci, oui, No. C'est pas mon opinion, tout comme une coordinatrice résidente des Nations Unies aux Émirats Arabes Unis. Si vous référez pour le pacte de l'avenir, il y a une section sur la gouvernement où tous les États membres adressent cela. Même le secrétaire général essaie de pousser beaucoup dans ce sens, surtout pour l'Afrique, parce que l'Afrique n'est pas représentée. Euh, mais beaucoup d'autres pays doivent être. C'est une question sensible, hein, et aujourd'hui, nous voyons différents pays où les cinq, donc les cinq membres essentiels, premier des, de- du Conseil de sécurité, donc qui continue donc à avoir des différents avis, et également donc, quand on a mis les Nations Unies il y a 80 ans, donc, ok, on ne voit plus que ça reflète bien sûr la configuration de l'économie, de la société et autres. Question de ça. Donc, les jeunes donc héritent de ces problèmes du monde. Comment vous voyez le multilatéralisme pour former désolé. Donc le pacte pour le futur, c'est au sujet des jeunes parce que je mentionne toujours les jeunes parce que ce cet automatisme. Donc désolé, j'ai pas mentionné que c'était pour les jeunes parce que toutes nos espérances sont dans la nouvelle génération, les jeunes. Vous devez dire très haut vos soucis. Il y a bien sûr de nous envoyés spéciaux pour les Nations Unies et aussi un département spécial aux Nations Unies, aux États-Unis, pardon, des Nations Unies. Nous parlons de la nouvelle génération qui mène le monde. Donc, et pour s'assurer que vos voix sont donc entendues très haut, devant tout le monde. Je dois dire, ce serait bien si les jeunes qui utilisent beaucoup de TikTok et autre chose, donc d'avoir un peu de défi. Comment pouvez-vous définir le monde comme une meilleure place? Donc aujourd'hui, ils ont dévié leur attention parce que c'est suffocant de vivre dans le monde. J'ai deux jeunes filles, je sais, en entendant ce qu'ils disent, c'est vraiment psychologiquement c'est lourd, hein. Enfin, surtout après Covid, leur demander par exemple au devant, si nous adultes ne sommes pas à l'avant aussi. Donc, si on les soutient pas, et les jeunes doivent être parler plus fort et aussi de leur donner un peu plus d'espace. Permettez-moi de parler des Émirats Arabes Unis que j'ai trouvé formidable avec mon interaction avec officiel, le nombre de filles qui sont représentées. Jusqu'au moment où si vous ne mettez pas les jeunes au devant pour concevoir les politiques et d'avoir leur mot à dire, rien ne change. Je suis très confiante pour les générations, les jeunes du futur pour changer le monde. Vous avez mentionné l'expérience des Émirats arabes unis. Quelles leçons les autres nations peuvent apprendre?
en général des leçons des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis est un pays inspirant, que ce soit pour les l'inclusivité, la générosité, tout le soutien, le support humanitaire. Donc, personne ne peut être égal. Pas seulement d'apporter un soutien financier. Les Émiratis eux-mêmes vont sur place et opèrent les hôpitaux également, et aussi la désalinisation. Ce sont les seuls qui vont à Gaza jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont ouvert une nouvelle façon de penser, de faire la diplomatie à travers les accords abrahamiques, d'avoir des conversations avec des partenaires, ne pas laisser quiconque à part, donc de discuter avec tout le monde et voir le développement pour le bénéfice de tout le monde. Je pense une des leçons formidables que tout le monde peut, auxquelles peut pencher, bien sûr, l'intelligence artificielle, les pensées vers l'avenir, les devoir aussi d'avoir cette humilité. En fait, les Émiratis, les gens à l'extérieur ne savent pas au sujet d'eux. Par exemple, ils ne voient que Dubaï, les étincelles de Dubaï. Il y a tellement d'humilité, ouais, qui est vraiment proche de la religion musulmane. C'est un pays de tolérance, de dialogue opportun. 90% de la population est composée d'étrangers, donc ils ont tous les mêmes droits avec ce tissu euh, euh, de- peuvent accéder à la santé et l'enseignement. C'est une communauté formidable aux Émirats arabes unis. Donc, euh, comme d'autres pays du Golfe, apportent un soutien direct et ils viennent sur la table pour raviver le multilatéralisme aux Nations Unies aussi pour faire l'architecture du monde, que ce soit avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, pour le financement. Nous comptons sur eux pour nous dire comment on peut concevoir un meilleur multilatéralisme dont nous devons, que nous avons besoin. Une question en arabe. Comment les partenariats innovants avec les entreprises technologisme, comment peuvent-ils jouer un rôle pour améliorer le multilatéralisme? Merci. Mohamed. Merci, Mohamed, pour votre question. C'est un point clé. Donc, le secteur privé. Donc, c'est important pour vous à Addis Abeba, dans cette conférence, a défini clairement que le développement durable ne peut pas être réalisé si le secteur privé n'est pas le partenaire essentiel de financement. Donc, euh, nous pouvons, nous avons réalisé seulement 17% des ODD. En 2030, nous aurions, nous aurions dû avoir 83% de cela. Nous essayons de faire le plus. C'est pour cela que nous avons besoin du secteur privé. Mais ce secteur privé, ceux qui ont la capacité d'investir ne vont pas le faire. C'est- S'il s'il y a un grand risque ou seulement un risque de perdre leur argent, leur investissement. Je ne veux pas rentrer dans les considérations économiques. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup meilleures que moi. Mais en disant cela simplement, même la Banque mondiale investissent dans des places avec triple A ou B inférieur. Il y a beaucoup de pays qui ne reçoivent pas
de financement, parce que le secteur privé a peur de ne pas recevoir le retour sur investissement ou même perdre leur investissement. De quoi avons-nous besoin? Pourquoi le multilatéralisme est important? Nous avons besoin d'une plateforme comme les Nations Unies et aussi l- les banques multilatéraux pour atteindre les secteurs privés. Nous devons donc trouver de nouveaux mécanismes. Il y a eu des histoires à succès. Ça a été déjà fait. Nous avons besoin de mettre à l'échelle et d'avoir des mécanismes pour le pays qui sont les moins développés, ceux qui en ont vraiment besoin d'avoir accès au financement et de recevoir le plus grand investissement, que ce soit pour les infrastructures, mais même pour les petites et moyennes entreprises et petites. C'est pour cela, donc, quand je parle de Séville à Spain, ce qui va être, je crois, au 31 mai, et cela est essentiel. C'est pour cela le secrétariat général des Nations Unies a demandé aux grands leaders de venir, parce que c'est comme cela. On peut donner plus de rôle à jouer pour le secteur privé, de faire des financements joints. Je vais prendre deux autres questions. Quels sont comment, comment les nations pauvres? Je n'ai pas entendu la question. Quelles sont les étapes pratiques pour que les pays en développement pour assurer que leurs voix sont entendues dans le multilatéralisme? Donc, quelles sont quelles sont les étapes pratiques? La raison pour laquelle que les Nations Unies sont très fortes. Donc, un pays, c'est un vote, quelle que soit la position, donc qui est différente. Donc, tout le monde est égal en tant que pays. Il y a différents mécanismes et nous avons bien sûr des gens vraiment très intelligents et ils savent comment faire des alliances. Depuis le temps où on n'était que 77 et maintenant ils ont des coalitions de poussées dans les forums des Nations Unies. Donc il y a beaucoup de conférences qui prennent place pour avoir la lumière sur eux. Et aussi il y a des nations qui sont très vocales, surtout les petites îles donc, il y a des envoyés spéciaux qui ont été nommés pour regarder ces pays en particulier. Et je pense depuis la perspective diplomatique qui où il y a des différences, des façons donc complexes qui se passent dans les forums. Mais tout d'abord, nous devons leur donner le financement et les mécanismes pour être capables d'atteindre, pour atteindre leur euh, potentiel total, pour les jeunes d'avoir des rêves, pas la réalité dans un autre pays et de risquer leur vie dans des océans ou, ou aussi de fuir les pays en guerre. C'est c'est, c'est de pousser vers les droits humains. Marie-Christine, question personnelle. Donc, on note, est-ce que vous pouvez citer donc un moment de votre vie qui vous a marqué au sujet de le multilatéralisme? Donc, Marie-Christine, je travaille aux Nations Unies depuis 2005 et je crois il y a eu beaucoup de moments où il y a avec beaucoup de joie, mais aussi quelques drames. Donc, je travaillais
le Fonds de population des Nations Unies avec une organisation qui travaille aussi pour la santé et en se concentrant sur les femmes et les jeunes filles. L'essence des Nations Unies, c'est le dialogue, mais aussi de parler avec les gouvernements, de voir les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques, et d'éviter les bons, et de promouvoir des lois qui sont sur le standard international. Et donc, par exemple, pour moi, donc le mariage des enfants, très très jeunes filles doivent être donc arrêtées. Donc, euh, un moment donc heureux pour le multilatéralisme. Quand vous gagnez une bataille dans ce sens-là, cela, cela va être donc répandu sur beaucoup d'autres pays. Donc, nous protégeons également euh, aussi protéger des jeunes filles dans des communautés lointaines. Donc, j'étais à Mozambique, à Cabo Delgado, qui est au nord, où il y a des désastres naturels et conflits. Et le pouvoir de l'action coordonnée des Nations Unies euh, sous le leadership euh, des actions humanitaires, donc a apporté beaucoup de soulagement en utilisant bien sûr l'innovation. euh, euh, on a développé bien sûr de nouvelles outils et de nouvelles technologies qui ont permis. Donc, sauver une vie, c'est formidable. Mais le prendre à l'échelle tellement grand et de façon durable, c'est vraiment formidable. Ça, c'est le pouvoir du multilatéralisme des Nations Unies. Vous avez des humanitaires et de développement main dans la main avec des solutions de long terme. Le désarmement au Mozambique, donc il y avait un envoyé spécial et ça a marché. Donc, euh, donc, malheureusement, on voit les médias qui se concentrent sur ce qui ne marche pas, mais nous avons beaucoup de belles histoires. Là, par exemple, en Mozambique, avec négociation de paix, on souhaite qu'il y a d'autres. Et donc, je voudrais bien sûr ajouter, il est important de se rappeler le conflit à Gaza, a tué beaucoup, euh, a tué beaucoup d'aide humanitaire euh, et nous devons bien sûr donner beaucoup de reconnaissance à ceux qui sont au front et aussi de soutenir leurs familles. Donc la solidarité est très importante dans le multilatéralisme. Merci beaucoup. C'est une session riche. Et merci pour votre expérience personnelle que vous avez partagée. Donc, c'est une session donc spéciale pour la foire du livre d'Abu Dhabi. Donc, cette série n'aurait pas pu avoir lieu. Bien sûr, nos orateurs, Bérangère aussi tous les présentateurs auparavant et aussi nos interprètes, Toubaher, Ihab, Yaman, et aussi Sanad, qui nous aide dans la vidéographie et live streaming, et aussi les entreprises qui nous aident dans les médias sociaux. Donc, je veux mentionner Mona, Myriam, Hani, Racha, à tous les collègues. Merci beaucoup, c'est le pouvoir
d'être donc une grande équipe. C'est vraiment une marque de multilatéralisme. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci pour l'engagement des participants avec moi. Donc, j'ai beaucoup donc apprécié. Merci beaucoup.